la circulation du sang. Comment ça fonctionne? Il n'y a pas d'ijtihad, vous devez suivre comment. Ensuite, comment vous allez pouvoir opérer dans une situation donnée? Il peut y avoir un ijtihad. C'est-à-dire qu'il y a un ijtihad sur le waqi'. Chacun d'entre les stratèges politiques, ils font un ijtihad sur le waqi'. C'est-à-dire ils ont une donnée, ils ont des principes qui sont des principes qui ne bougent pas dans la société, ils ont des stratégies. Une stratégie sociale pour ça, une stratégie pour la pauvreté, une stratégie... Ce sont des ijtihadat, ça. Et puis ensuite, il y a entre le texte et ses principes et l'ijtihad sur la stratégie, un ijtihad qui fait les deux, qui amène les deux. C'est-à-dire ce qu'on appellera aujourd'hui en éthique l'éthique appliquée. Comment on applique ces principes à ça? C'est-à-dire ces trois domaines. Mais l'ijtihad central là, qui amène les deux, il a besoin de la compétence de personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas avoir tous les savoirs de une personne. C'est fini ça. Et aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de domaines, on pense que leur alim va nous parler de tout. Il va pouvoir faire des fatwas sur tout, ou les majlis selon la main, ils vont pouvoir faire des... Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Moins de maîtrise des savoirs du monde, et uniquement la maîtrise du savoir du texte, ça vous amène systématiquement d'être en retard sur le monde. Je vous donne un exemple. L'économie avance, c'est très complexe. Vous ne maîtrisez pas l'économie, donc vous venez avec les textes en train de suivre l'économie qui avance plus vite que vous. Vous êtes toujours en retard du savoir. Et qu'est-ce que vous faites? Uniquement des fatwas d'adaptation. Vous ne transformez pas l'économie, vous vous y adaptez. La médecine avance, vous êtes derrière la médecine et vous faites des fatwas derrière la médecine. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, il faut maîtriser les savoirs pour faire des fatwas prospectives, justement pour empêcher d'aller dans certaines directions, pour cadrer le savoir et l'orienter, pas pour toujours être en arrière et s'adapter. Mais ça vient de quoi? Notre manque de maîtrise des savoirs contemporains fait que finalement on est toujours en retrait. Et quand vous êtes toujours en retrait, vous êtes toujours sur la défensive. Le monde de la fatwa aujourd'hui est un monde qui s'est développé sur la défensive. Regardez, tout le produit des fatwas, 80% des fatwas qui sont produits par le monde musulman sont des fatwas de protection. Jamais de prospection, jamais de vision, jamais de regard sur le monde en avant. Toujours on se protège. Attention, là, il y a de ça, là, riba, là, ça, on se protège. Et finalement, on réduit le champ de notre activité. On n'a absolument pas. Vous pouvez me citer un exemple de théorie islamique en question économique qui peut se présenter comme une alternative au système? Non, il n'y en a pas. On n'a aucun système alternatif. On a que des systèmes d'adaptation. C'est-à-dire l'économie internationale, on ne peut pas la changer, mais on trouve des petits moyens d'avoir des économies, des pratiques plus islamiques que d'autres. Mais c'est tout. Ayant dit cela, je prends juste, si j'ai encore un tout petit peu de temps, des cas pratiques. Alors, tout ça, c'est pour amener véritablement par rapport à notre rapport aux sciences, et en particulier aux sciences sociales. Je n'entre pas dans tous les débats que je sais être les débats entre tous les différents théoriciens des sciences sociales. Qu'est-ce qu'une science sociale? Comment est-ce qu'on peut aborder ceci? Je vais être un tout petit peu plus... là aussi, il faut être rigoureux, mais même entre les spécialistes, il y a des complexités d'approche et des divergences qui sont parfois plus superficielles que véritablement profondes, et parfois qui embrouille l'approche. Et je n'ai pas envie de prendre le temps que nous avons ici pour entrer dans des détails de cette nature-là. Mais par contre, je vais prendre des cas de figure. En 1981, il y a eu une organisation qui s'est mise sur pied au Koweït, qui est l'organisation islamique qui est liée à l'éthique médicale. Et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est sans doute le domaine où la pensée musulmane a le plus évolué et de la façon la plus cohérente. Ils ont amené dans les majlis des ulama, des fuqaha, et ils ont amené des médecins. Et ils ont amené. Ils ont dit, c'est là qu'on va se discuter. Oui, le rapport normatif. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ont admis les fuqaha? C'est que le savoir du monde, oui, les ulama et le waqt, dans ce domaine-là, leur objectif c'était les médecins. Eux, ils n'avaient pas. Ils ne pouvaient pas connaître. C'est trop compliqué. Maintenant, la médecine est trop compliquée. Rien que pour, je veux dire, que ce soit des orthopédistes ou la question du cerveau ou tout ceci, c'est beaucoup trop compliqué. Eh bien, ils ont admis qu'une personne ou les savants des textes ne pouvaient pas intégrer tous les savoirs liés à la médecine appliquée aujourd'hui. Vous m'entendez là? Et donc, ils ont commencé à travailler.
là où les musulmans avancent le mieux, c'est là où on ne parle pas de leadership et il n'y a pas de question d'argent. Vous voulez diviser les musulmans, vous amenez de l'argent et du leadership, c'est un catastrophe. C'est qui va gouverner, qui va être le chef et qui va prendre l'argent. On a mis un salaire, mais quand même les poches, il ne faut pas les oublier. C'est souvent comme ça. Et là, on est loin de tout ça. On est dans un domaine où le pouvoir à un tel point, d'ailleurs, qu'on est allé aussi en Suisse à demander à ce que le médecin qui vient dire aux patients que le malade est mort de sa famille et le médecin qui vient leur demander les organes ne soit pas le même. Pourquoi? Parce que celui qui pourrait venir demander les organes pourrait être jugé partie de la volonté que la mort finisse vite. Et là, les musulmans, comme vous dites, voilà, rien du tout. Il n'y a rien. On n'est pas arrivé à... Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à ça? Parce que cela, ce n'est pas uniquement des domaines de médecins, c'est des domaines de l'économie, de la finance, du gain, de la politique, des stratégies médicales qu'il peut y avoir. D'accord? Donc on va élargir. Alors, parfois, on a des réponses, mais ce qui est, subhanallah, une extraordinaire bonne nouvelle pour nous, et ça, il faut en être vraiment heureux, c'est de se rendre compte que dans certains domaines comme celui-ci, les savants s'ouvrent, qu'il y a des conseils paritaires, des conseils ouverts, où on admet que l'autorité se déplace vers un centre de gravité où les médecins, qui sont les ulama de leur domaine, et les ulama al-nusus, s'assoient ensemble et donnent de la prospective. Est-ce qu'il y a une méthode, alors là, je vais poser la question, est-ce qu'il y a une médecine islamique? Est-ce que le médecin qui s'occupe du cerveau, quand il est musulman, il s'en occupe différemment? Il dit Bismillahirrahmanirrahim avant d'y entrer, et ensuite il fait ce que font tous les médecins. Tous les médecins font la même chose. Par contre, ce qu'il y a, ce n'est pas une médecine islamique, il y a une éthique islamique en médecine, et ce n'est pas pareil. Ça demande de bien maîtriser la médecine et ensuite de bien connaître les valeurs et les principes de l'islam. Mais une médecine islamique, ça veut dire quoi? Il y a une circulation du sang islamique. Il y a une équation mathématique islamique, 2 plus 2 c'est 4 islamiquement. Non, il y a une éthique qui doit être appliquée, c'est-à-dire un corps de valeurs. Et ça vient des finalités, raison pour laquelle cet après-midi, je vous ai proposé qu'on étoffe le domaine des maqasid. La question de, vous savez, par exemple, le développement personnel, la santé, une chose qui est extrêmement importante, qui tourne autour, par exemple, en médecine, des soins palliatifs, la bonne vie, accompagner quelque chose. En islam, il y a quelque chose qui a toujours été fondamental. Jamais la souffrance est un signe d'être sauvé en islam. Ça peut enlever les douleurs, tout ça, sur le plan de notre rapport à Allah, mais ce n'est pas une condition pour être sauvé. On n'a pas la souffrance. Oui. On n'a pas comme Baudelaire, car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge, et bien mourir au bord de votre éternité. Hein? Cet ardent sanglot qui roule. Ça, c'est notre dignité. Notre souffrance et notre dignité, c'est comme ça qu'on se purifie. Oui, ça c'est la tradition chrétienne. Souffrir pour se purifier. Il n'y a absolument pas ça en islam. On n'est pas pour la souffrance. Elle ne donne rien que parfois, simplement le souvenir d'Allah subhanahu, revenir à Allah subhanahu. Donc ici, dans la médecine, on a admis l'économie maintenant, comme une des dimensions. Après, on va venir aux sciences sociales. Est-ce qu'on a admis ça? Aujourd'hui, il y a des gens qui nous parlent d'économie islamique. De la même façon, alors là, s'il y en a parmi vous qui contestent ça, on pourra en débattre, mais de la même façon qu'il n'y a pas de médecine islamique, il n'y a pas d'économie islamique, il y a une éthique islamique en économie. La loi de l'offre et de la demande, les réalités, ça, ce sont l'économie, elle fonctionne comme ça, il faut connaître sa complexité. Par contre, après, il faut une éthique. Mais il faut maîtriser la complexité de l'économie, sinon on vient avec deux choses. Nous, en islam, on a deux choses. Pas de l'ébat, et puis la zakat. Et voilà. Et puis après, on a les instruments de la musharaka, et puis on présente ça comme l'économie islamique. Mais ça va vous donner un modèle alternatif d'économie? Mais non. La seule chose qu'on a réussi à faire en 2008, aujourd'hui, c'est de s'adapter à l'économie mondiale.
ceux qui aujourd'hui, je veux dire, nous présentent l'application de la charia comme étant l'élément de leur société, comme par exemple les pétromonarchies, économiquement, ils sont complètement dans l'économie classique. C'est-à-dire, tout l'argent du pétrole qui a provoqué la dette du tiers-monde, votre dette à vous et tous les pays d'Afrique à un moment donné, tout ça, ça vient que l'argent du pétrole, des pétromonarchies a été mis dans les banques occidentales qui les ont redonnés au sud avec des taux d'intérêt que vous n'avez pas fini de payer. Et après, où est l'économie islamique là-dedans? Il faut une réflexion beaucoup plus profonde de quelle éthique on va proposer. Et à un moment donné, il faut travailler avec le système, raison pour laquelle, quand vous allez après, vous réfléchissiez. Il faut être, vous savez, comme vous avez eu un grand débat ici, quand Youssef al-Qaradawi est passé, il a émis une fatwa qui a été comprise comme l'acceptation de riba ou qui venait de l'étranger. Ça a fait une dalja ici. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Même si je pense que le Cheikh Youssef al-Qaradawi, écoutez, il est né en 1926. Il a 81 ans. La seule chose qu'on peut dire, on est d'accord ou pas avec lui, c'est l'ihtiram et subhanallah, juste du respect pour eux. Il a aidé cette umma de façon internationale. Alors qu'on soit d'accord ou pas, mais juste un peu de respect pour les gens qui nous ont tellement donné. Tellement donné. Vous êtes d'accord ou pas, mais pas de propos qui, je veux dire, on a un râle. On a un râle. Et on peut, sur certains éléments, j'ai eu des discussions avec lui sur la question, sur plusieurs questions, même sur la question de, je parlais moi de plusieurs cultures et identités. Il m'a dit non, la seule culture, c'est la culture islamique. On n'était pas d'accord, mais attendez, à un moment donné, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des divergences, mais le respect, c'est le respect pour la contribution. La contribution. Donc ça, c'est aussi, non mais même vous, je veux dire, arrêtez de réagir émotivement dans un sens ou dans l'autre. Je veux dire, il faut qu'on ait un tout petit peu de sagesse par rapport à ça. Et un tout petit peu de sagesse par rapport à ça. C'est-à-dire, simplement, dans ces questions-là, quand on s'aperçoit des réalités de la finance, aujourd'hui, les grandes banques occidentales, HSBC, Citibank, toutes ces banques-là, ils ouvrent des canaux d'économie islamique, présentés comme économie islamique. Et quand on regarde ce que c'est, alors c'est des techniques nouvelles, c'est très islamique, apparemment, quand vous êtes devant le comptoir, mais le fond, ce sont des techniques. Certains économistes m'ont dit, mais on a changé les noms, mais on fait la même chose. On a changé les noms, on a fait la même chose. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes du point de vue islamique, mais c'est toute la philosophie qu'il faut se poser. HSBC, quand elle ouvre un phare d'économie islamique ou de finance islamique, ça l'intéresse l'économie islamique ou ce qui l'intéresse, c'est les marchés dans lesquels ils vont faire entrer les musulmans et dans le système global. Nous n'avons absolument pas d'alternative d'éthique islamique à l'économie internationale. Mais quand vous allez voir, en 1965, quand mon père rahimahullah avait publié dans le Muslimoun, il avait publié une fatwa qui était venue de savants qui venaient d'Inde et qui s'appuyait sur l'école de, pourquoi je vous disais ça avec Cheikh Youssef al-Qaradawi, c'était l'école de Hanafi, qui était en Inde, et qui expliquait aux musulmans sud-africains, à cette époque-là c'était une fatwa, c'est que dans Dar el-Harb, quand vous n'êtes pas dans une société majoritairement musulmane, vous pouvez utiliser les techniques des gens, des non-musulmans, en particulier ici c'était utiliser l'intérêt, dans cette situation spécifique, à la condition qu'ils savent, eux, les règles du jeu qui sont les vôtres. C'est-à-dire justice entre vous et eux, mais vous êtes dans un domaine qui n'est pas majoritairement musulman. D'accord? Donc qu'est-ce que ça a permis? Après, on est d'accord ou pas, mais ça a permis qu'ils ont pu garder leur richesse, leur terrain, leur territoire en Afrique du Sud et devenir aujourd'hui une puissance financière que l'on respecte. À un moment donné, ça vient d'une attitude économique par rapport à l'économie classique. Alors à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de ce qu'on est en train de faire. Il faut aller vers une école alternative. Cette économie-là, depuis que vous vous êtes levé ce matin, elle a tué, quand vous allez vous coucher ce soir, 100 000 personnes aujourd'hui. Loin des médias, c'est 100 000 personnes qui meurent tous les jours du système économique international. C'est-à-dire, c'est un désastre quotidien. Et parmi les plus pauvres. Donc nous, à même moment, on ne peut pas être d'accord. Raison pour laquelle, dans ce qui a été présenté cet après-midi, pour moi, c'est devenu Alam el-Harb. C'est Alam el-Harb, c'est-à-dire c'est une vraie guerre. Et nous, on est là pour réformer ceci.
mais pas avec du bricolage en disant ça c'est islamique, tu vas dans ce kiosque-là, tu vas avoir de l'islam halal, tu prends de l'argent et tu fais la même chose que les autres. Penser une vraie pensée. Et là, on a besoin d'économistes qui s'assoient avec nous et qui nous donnent des stratégies, qui pensent de façon différente, une vraie connaissance. On est très très loin. On n'a que des instruments, aucune pensée fondamentale. Et quand maintenant on en vient aux sciences, qui peuvent être aussi des sciences sociales, comment est-ce qu'on doit faire dans les sociétés, comment est-ce qu'on doit intégrer, là c'est très très important de s'asseoir. Alors, on a des faux parents qui vont faire des fatwas pour des situations sociales, ici au Maroc ou ailleurs. Encore une fois, ça dépend des pays, ça dépend des sphères d'autorité. Mais là aussi, on a besoin, dans les sociétés qui sont les nôtres aujourd'hui, de gens qui sont liés à ces sciences sociales, qui connaissent comment ça se passe. C'est-à-dire, par exemple, les questions de l'enseignement. Aujourd'hui, si on veut, qu'est-ce qu'on fait, nous? On est en train de parler d'école islamique. Vous allez dans les écoles islamiques, je veux dire, on a ajouté quelques disciplines islamiques, mais c'est exactement la même philosophie. C'est tu dois être le premier, il faut que tu réussisses les examens. Moi, je vais poser la question aux écoles islamiques, et quand je regarde, ils vont dire, regarde, on est les premiers sur la liste. La première de quoi? La première sur la liste du rendement. C'est-à-dire, une bonne école, c'est une école qui va faire des premiers de classe. Mais on peut être au premier de classe et ne pas avoir de morale. On peut être au premier de classe et ne pas avoir d'éthique. On peut être au premier de classe et ne pas avoir de solidarité. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est soit le premier, mais avec des principes d'éthique. Donc il faut une école, une éducation qui intègre l'éthique, l'essence des choses, mais pas formaliste. Pas simplement, bismillah, Allah, tu pratiques dans les chafiyat et le formalisme, mais tu n'as pas l'essence. Où est la pensée musulmane dans les sciences de l'éducation? Une pensée qui apporte quelque chose. Où ils sont les éducateurs, les enseignants? Là, on a besoin d'eux, il faut qu'ils s'assoient avec des faux parents. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on enseigne le Coran dans la société contemporaine? C'est uniquement du hifz. On a tellement de hufaz. Oui, c'est bien le hufaz, mais maintenant on a besoin de gens qui aient du fahm. Des gens à qui on a décidé, toi, on ne va pas faire en sorte que tu connaisses tout le Coran par cœur, mais tu vas connaître un tiers du Coran, tu vas le comprendre. Tu vas comprendre le Coran, tu vas comprendre les grandes lignes. La compréhension, l'éducation, le sens, c'est ça qu'il faut aussi. Donc ici, dans ces domaines-là, dans les sciences sociales, dans le domaine de l'éducation, il y a une déconnexion absolue, absolue. J'ai visité, je crois, dans tous les pays dans lesquels je suis allé, j'ai dû visiter 150, 180, j'avais fait le compte, 180 écoles islamiques. Mais je vous promets, c'est à pleurer. J'en ai rencontré 3 où je peux dire, subhanallah, là il y a un projet, il y a une vision, il y a une éducation. Ils ont compris le problème, le processus. Là. Je veux dire, qu'est-ce que c'est éduquer? C'est aller avec, mais c'est donner de la valeur à quelqu'un. Quelqu'un, quand il sort d'une école qui devrait être une école qui est avec notre éthique, quand il sort dans la société, on doit lui donner de la valeur. On ne doit pas l'isoler. Avoir de la... Vous savez, éduquer quelqu'un dans la société, c'est avoir de la valeur. Qu'est-ce qui donne de la valeur, par exemple, ici au Maroc? C'est pas la même chose que ce qui donne la valeur en France ou en Europe. Il y a d'autres traits, mais l'éthique, toutes ces dimensions-là, là, il faut que nous intégrions les intelligences des éducateurs, leur savoir-faire, leur compréhension, leur psychologie. Leur psychologie. Donc là, il y a une dimension qui est importante. L'autre, dans tout ce qui va concerner maintenant les processus de changement des mentalités, de comment la mémoire, par exemple, l'histoire. Le monde musulman est un monde qui devient un monde sans mémoire. Nous sommes comme tous les autres. On regarde les autres, les musulmans ne lisent plus. Les musulmans ne lisent plus. Ils ne lisent plus de livres. On est, par rapport aux sciences, je veux dire, le frère là tout à l'heure qui posait la question, il a raison. Je veux dire, moi je viens d'une famille de gens qui étaient complètement dans la réforme islamique. Vous regardez les bibliothèques, il y avait des livres de politique, de philosophie, de sciences sociales. Et c'est ça l'islam. Si on est sérieux avec la globalité, il faut être un savoir, il faut s'intéresser à toutes ces choses-là. Alors encore une fois, on ne peut pas s'intéresser à tout, il faut se spécialiser à un moment donné. Mais là où on se spécialise, il faut être bon. Là, il faut maîtriser. C'est-à-dire, comment est-ce qu'aujourd'hui, on est dans des processus de transformation des mentalités? Comment vous transformez les mentalités ici dans votre société? C'est-à-dire, comment est-ce que vous accompagnez ces processus-là? Où vous en êtes aujourd'hui de la transmission et de la mémoire dans cette société-là? Parce que la plus grande force de la globalisation, c'est d'enlever les racines. De vous faire croire une chose, c'est qu'il y a une différence entre la modernité et la tradition. La modernité avance, la tradition reste. C'est tout à fait faux. Il n'y a pas de tradition qui soit statique. Les traditions évoluent toujours, mais il faut toujours essayer d'évoluer dans la fidélité.
Mais pour évoluer dans la fidélité, il faut aujourd'hui des gens qui soient au fait de l'histoire du pays, qui soient des transmetteurs de mémoire. Et il faut les intégrer. Comment est-ce qu'on fait ceci? Dans la façon de transmettre dans la mémoire le savoir religieux, pas simplement dans la norme. Vous me suivez? Ne pas simplement transmettre le savoir religieux dans la norme, mais le transmettre dans la mémoire. Ce que ça veut dire que la dignité des gens de ce pays, la dignité des savants, la dignité des traditions religieuses, ça se transmet où? Où ils sont les gens qui doivent s'asseoir avec leur la main en disant ça, on a besoin que ça se sache. La priorité de ce savoir à transmettre. Ça fait partie des sciences sociales, ceci. Ça fait partie. On a besoin de gens qui soient au fait de cela. La psychologie sociale aussi. Aujourd'hui, je veux dire, nous sommes des sinistrés, nous avons des vraies crises d'identité. Il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on sache comment. Je veux dire, on a un vrai problème. La seule chose qui nous unit, c'est les motifs. On n'a plus de pensée critique qui nous unit suffisamment. Il se passe quelque chose en Palestine, les musulmans sont émotivement unis. On est toujours unis contre. On n'est pas unis pour. On est contre quelque chose. Contre l'État d'Israël, contre l'oppression, mais pour un projet. Comment on fait ça? Pour récupérer les psychologies en crise et puis s'asseoir. On a besoin de Foucault, de Torah et de gens qui travaillent dans ces domaines-là, qui viennent avec leur savoir et qui canalisent ceci dans les sociétés, qui fassent des études. Aujourd'hui, là, on m'a présenté une étude, je n'ai pas eu le temps de la lire, mais sur la religiosité des Marocains. Comment est-ce qu'ils peuvent être attirés par le religieux et en même temps ne pas savoir. Et ça, ce sont des choses qu'il faut, ça se travaille, ça. C'est pas rien. Ce sont des choses. Et là, les relamas, il faut qu'ils s'assoient et qu'ils écoutent. Mais pas qu'on leur donne un petit. Vous savez, comme ça se fait maintenant. Il y a une commission, elle donne un petit rapport, on lit le rapport et on fait des. Non, on s'assoit, on prend du temps. On pense, on se spécialise, mais dans une dimension globale. Et tout cela par un rééquilibrage des savoirs. Alors c'est vrai pour tout le domaine, c'est vrai pour tout le domaine des sciences sociales, dans tous les domaines, c'est-à-dire, ça veut dire, ça peut commencer par l'économie, je termine tout de suite, ça peut être l'économie, ça doit être la psychologie collective, ça peut être la dimension de l'éducation, ça c'est très très important, les dimensions de l'engagement social, de la réalité associative, pour avoir un travail, pour avoir une vraie démarche dans la société civile, le réseau associatif, il faut le connaître. Il faut savoir ceci, il faut savoir comment ça s'est créé, quelle est l'histoire, où on en est. Et on a des gens qui vous disent, voilà, les normes, des fourrards qui vous disent ça, ils n'ont aucune dimension du contexte, aucune connaissance de la mémoire collective, de la psychologie collective. Là, il faut que les gens puissent s'asseoir. Et il faut qu'on ait ces conseils paritaires ensemble. Il faut qu'on les ait et qu'on les spécialise. Aujourd'hui, c'est ce type d'ijtihad dont nous avons besoin, qui accueille les compétences, qui lui permettent de s'asseoir. Alors quand je viens ici et que j'apprends que vous avez une association, qui est une association qui, autour du savoir, développe de la solidarité, développe du rapport à l'université, je dis, subhanallah, ça devrait être exemplaire. Alors, je ne sais pas l'efficience de ça, parce que je n'ai pas eu la possibilité de le vérifier sur le terrain, mais en tout cas, la philosophie de cette complémentarité, ça devrait être quelque chose qui doit être exporté véritablement. Par exemple, juste un dernier élément, pour la question de la solidarité, comment on traduit sur le terrain la question de la distribution de la zakat, par exemple. La zakat n'est pas un outil d'assistance, la zakat est un outil d'autonomisation. Le but, c'est d'autonomiser les gens, ce n'est pas de les assister à vie. Le but, c'est que si on te la donne un jour, c'est que pour un jour, toi, tu la payes. Donc on veut t'autonomiser. Et ça demande aux gens de connaître les structures sociales qui entourent les pauvres dans un pays donné. Qu'est-ce qui est fait dans un pays donné? Et comment on va utiliser la zakat pour pouvoir compléter, orienter et travailler sur l'autonomisation? Quels sont les rapports? Il y a des études de gens qui se sont spécialisés dans les études du développement pendant des années. Nous, les musulmans, c'est comme si c'était rien. Ah, c'est rien. Ils ont travaillé, par exemple, une chose extrêmement importante dans les sciences sociales, le rôle des femmes dans le développement, des personnes dans le développement aussi des réalités de la croissance, même si on peut être critique par rapport à ça. Mais c'est phénoménal, ça. Comment une société peut se développer par l'éducation des femmes, l'engagement des femmes, le déplacement de certaines sphères d'autorité et de compétence vis-à-vis des femmes.
Des études sont faites là-dessus, et ça marche aussi pour les musulmans. Méfiez-vous, méfiez-vous, nous, ce qu'on est en train de voir, nous, là où je suis, moi, en Occident, c'est qu'en matière de rapport à l'enseignement et au rapport au travail, les femmes sont nettement en avance des hommes. Nous, vous savez qu'on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Nous, dans nos communautés en Europe, on va avoir des problèmes. Les femmes sont meilleures partout. Partout où il y a éducation, elles sont meilleures. Et après, on va leur dire, il faut épouser le frère qui... Où ils sont, les frères? Où ils sont? Non, ça va pas aller. Il va y avoir... On commence à avoir un processus de décalage par rapport à la compétence assumée et capitalisée de certaines des sœurs, des femmes, et puis des hommes aujourd'hui vis-à-vis desquels on n'a pas de problème. Et ça, dans les dynamiques de développement, dans les sciences sociales appliquées à ces domaines-là, on a des domaines, on a des études auxquelles il faut inviter les fuqaha à s'asseoir, à étudier ensemble, encore une fois, et à produire quelque chose qui soit un tout petit peu plus que des fatawa ou des orientations complètement déconnectées du rêve. Voilà les thèses, voilà l'orientation, un travail global, mais en même temps spécialisé. Je sais que ça ne plaira pas à certaines des autorités religieuses, et j'ai pu déjà me rendre compte dans certaines des discussions que j'ai eues par ailleurs, mais je vous soumets ça comme des orientations d'avenir, en tout cas de réforme de notre approche des savoirs et des sciences. Assalamu alaikum. بارك الله فيكم أستاذ طارق رمضان. ربح لي الوقت وشفقت على الأستاذ طارق رمضان نفتحوا باب المناقشة، ولكن على أساس أن تكون مختصرة وألا تكون مكررة. سي علي زيد تفضل.